Manager Duc, moi je suis Christophe peut-être aussi pourra parler de Manager Duc qu'il connaît par ailleurs. Mais c'est vrai que moi je suis IAIPR EVS, j'ai été longtemps chef d'établissement, j'ai été CPE avant et ça n'existait pas. Le numérique a des avantages et des inconvénients. Un des gros avantages, c'est d'avoir des communautés d'intérêt. Parfois les réseaux sociaux, moi j'utilise aussi les réseaux sociaux, ce que tout le monde ne fait pas. Mais je trouve qu'on peut trouver des ressources dans Manageduc qui sont intéressantes, qui sont des ressources professionnelles. Et c'est vraiment un espace d'horizontalité dont je profite. Voilà, donc je suis toujours heureux de pouvoir intervenir sur des sujets qui m'intéressent. Génial, merci beaucoup Benjamin. Je te propose de commencer sans plus tarder. Puis de toute façon, les gens arrivent de manière continue. Voilà. Alors, on va laisser Christophe se présenter parce que du coup, j'en ai profité pour me présenter. Le micro est coupé, en fait, Christophe. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver, en tout cas de retrouver certaines personnes. Je reconnais à travers les noms quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Euh, bah, Participer à une communauté comme ça, c'est toujours une expérience intéressante, surtout que je crois qu'on a actuellement de nombreuses questions à partager. Et on va essayer avec Benjamin d'apporter quelques réponses à ce sujet de bienveillance. Une bonne de chef d'établissement. Alors, bonsoir Olivier. On est sur une thématique de bienveillance. Moi, je suis IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'Académie de Toulouse, ça doit s'entendre. Et donc, on est parti, vous l'avez vu, sur proposition de Christophe, d'un questionnement sur la bienveillance à l'école. Oui, mais pourquoi? À la fois parce qu'il y a un large consensus sur cette idée, ce concept. Il y a aussi des résistances. Donc, pour lancer un petit peu le débat entre nous, on va dire, ou les échanges, quelques exemples de résistance observées sur le terrain. Moi, j'ai été confronté régulièrement à des enseignants en tant que chef d'établissement qui nous disaient qu'ils étaient gênés par le mot de bienveillance parce que ça laissait entendre qu'ils n'avaient pas été jusque-là, ils n'avaient pas été attentifs jusque-là. Il y a aussi des enseignants, des professionnels qui opposent la bienveillance à l'exigence et aux efforts qui sont toujours un peu nécessaires pour réussir et qui portent un regard un peu connoté, on va dire, à force de porter les élèves, est-ce que vraiment on les prépare à réussir? Donc il y a cette interrogation derrière. Il y a aussi des gens qui clairement opposent la bienveillance à l'autorité. Dans un quotidien d'établissement où il y a des manquements réguliers, ces manquements qui sont très chronophages, on est dans une logique de réponse, parfois sans réfléchir, et donc on reproche souvent de façon un peu systémique au CPE d'être trop à l'écoute, ou on reproche à la direction d'être trop bienveillante, je mets les guillemets. Et puis il y a aussi les élèves à besoins particuliers, qui sont très nombreux, qui ont des profils multiples, et qui mettent parfois des équipes, même si c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de formations dans les EFC qui sont montées, qui se déploient, mais on est quand même régulièrement interpellé par des chefs d'établissement qui savent plus trop comment faire. Donc ça amène à une réflexion. Pour moi, la bienveillance est une garantie d'équité et d'efficacité dans un système où le système français, ce sont les élèves les plus vulnérables qui ne réussissent pas suffisamment. Et donc, pour moi, ce n'est pas incompatible avec l'excellence et encore moins avec la réussite. Mais ça nous amène à la première question, en gros. Qu'est-ce qu'elles nous disent, en fait, Christophe, ces résistances par rapport à ce concept de bienveillance, à cette idée de bienveillance? Oui, alors, d'abord pour vous dire que c'est un sujet complexe. Et s'il y a des résistances, c'est qu'il y a des incompréhensions, mais qu'il y a aussi des questions. Et les résistances, elles masquent souvent des questions qui ne sont pas forcément clairement explicitées. Et je vais en aborder quelques-unes tout à l'heure. Et vous dire qu'il y a un besoin de clarification qui est indéniable. Quand on circule dans le pays, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se lassent effectivement, ou d'autres qui sont vraiment convaincus qu'il y a là une notion essentielle. Et comme beaucoup de sujets en éducation, la bienveillance, c'est un sujet complexe qui ne peut pas être éclairci simplement juste en 2-3 minutes. Ça demande un peu plus de temps et on ne peut pas prendre la mesure de la complexité d'un sujet si on laisse se développer des représentations simplistes, simplificatrices, caricaturales, voire erronées.
et qui risque de nourrir, d'alimenter des représentations qui vont être complètement inadaptées aux situations éducatives et même des décisions inadaptées. Or, la bienveillance, vous le savez tous, ça a été à partir de la circulaire de 2014, où la notion a été employée à plusieurs reprises, un moment essentiel. Et à partir de 2014, on a commencé à beaucoup de l'employer, cette vertu éducative, relationnelle, qui est vraiment devenue d'une certaine manière une valeur en éducation, et pas seulement aussi dans l'éducation, elle l'était déjà dans le monde de l'entreprise. Et on voit bien que dans les services publics, dans les relations sociales, c'est une notion qu'on emploie de plus en plus maintenant, même dans les commerçants, l'emploi. Donc, il y a bien quelque chose qui relève de la recherche d'une qualité de relation. Alors, on la critique, hein, mais je pense que il y a matière à explicitation, et ne serait-ce que si on va voir du côté des définitions, là, littéralement, la bienveillance, c'est vouloir du bien à autrui, c'est veiller sur ce qui est bien pour l'autre. Et donc, du coup, ça engage autour de cela une réflexion sur la distinction entre le court terme et le long terme. Et parfois, il faut être en mesure, notamment dans le champ de l'éducation vis-à-vis des jeunes, de sacrifier le court terme pour envisager ce qui est bien pour l'élève à long terme. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est essentiel, parce que à court terme, ça peut être bien, notamment, d'être particulièrement ferme, d'être extrêmement exigeant, et voire de punir. Et ça peut être une démarche bienveillante si on l'explicite, si on le fait en expliquant aux jeunes pourquoi on le fait. Et qu'on le fait en le respectant dans la communication, mais qu'on le fait avec fermeté. Et là, il y a quelque chose souvent qui n'est pas compris, puisqu'il y a assimilation pour certaines personnes de la bienveillance au laxisme, à la complaisance, à la mansuétude. Alors, c'est ni la complaisance, ni la mansuétude, ni le laxisme, la bienveillance. C'est juste un regard, une considération vis-à-vis de ce qui est bien pour l'autre à long terme. Alors, du coup, bon, déjà, on y voit un peu plus clair quand on dit cela. Moi, j'aime bien cette définition qui consiste à dire, c'est une autre définition de la bienveillance qui est très proche de celle que je viens de donner, disposition favorable envers autrui. Donc, ça dépend de soi aussi, la bienveillance, puisque c'est une disposition. Et il y a des moments où on est plus ou moins disposé. Et envers autrui, donc pour nous en éducation, c'est souvent envers les élèves, mais ça peut être aussi envers les collègues. Et on retrouve dans des définitions aussi dispositions favorables envers autrui qui visent à garantir ce qui est bien pour le développement, la réussite, la réalisation personnelle de l'autre. Et Monique Cantos-Sperber, elle nous dit, sans que ce qui est bien pour l'autre, la représentation qu'on en a coïncide forcément avec celle qu'il en a lui. Et c'est ça qui, justement, en éducation, fait toute la différence, c'est qu'en éducation, souvent, les jeunes n'ont pas la conscience de ce qui est bien pour eux, et donc c'est aux adultes d'expliquer leurs choix et ce qui motive certaines exigences, et du coup, en faisant cela, ils deviennent bienveillants. Alors, je vais un petit peu continuer. Moi, je suis désolé, mon instruction est un peu longue, mais elle est essentielle pour comprendre du coup où est-ce que ça peut résister si on ne comprend pas bien ces définitions, ces aspects un peu épistémologiques. On parle aussi la DGESCO avait fait en 2013 un essai de définition qui est assez intéressant, qu'on peut retrouver encore, hein, je crois sur le site EduSol, on va pouvoir retrouver, ensemble d'attitudes physiques, morales, psycho-affectives, de comportements qui sont positifs et constants, de respect, de bons soins, de marques de manifestation de confiance. Et la DGESCO avait ajouté d'encouragement et d'aide envers les personnes ou les groupes. Donc, on voit bien qu'ils avaient essayé dans une définition d'inclure, d'embrasser tout un ensemble d'idées de vertus qui correspondent à tout ce que l'on peut faire pour que l'élève soit dans les meilleures conditions pour réussir. Alors, du coup, on peut dire que, d'une certaine manière, la bienveillance, elle est facilitatrice. Elle facilite l'expression des exigences et elle facilite surtout l'acceptation du point de vue de l'élève de ces exigences. Et l'usage de la notion de bienveillance en éducation, elle gagne à être utilisée, employée, la bienveillance avec la notion d'exigence. Moi, je suis assez favorable à parler d'exigence bienveillante pour signifier fréquemment
que vis-à-vis d'élèves qui peuvent se braquer, vivre des moments difficiles, eh bien, on va ramener l'élève sur des rails ou autour d'un cadre qui est exigeant, mais on va le dire en employant des mots qui soient respectueux et qui essayent d'être attentifs à ne pas le démotiver, à ne pas le décourager. Et donc, il y a un lien très fort avec la performance du système, hein, et sans doute avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, comme le disait à l'instant Benjamin, puisque les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce n'est pas que c'est pas que des élèves en situation de handicap, hein, pas que les élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux, des troubles organiques ou des troubles psychologiques, voire les élèves à haut potentiel qui peuvent être inclus dedans comme les élèves allophones. Non, les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce n'est pas que cela. C'est aussi tous ces élèves qui momentanément ne sont pas très bien parce que dans la famille, il se passe des choses qui font qu'ils ne sont pas trop disponibles et des moments difficiles. Et ça concerne énormément d'enfants, beaucoup plus de jeunes que les élèves quand ils sont en situation de handicap. Or, c'est pour tous ces jeunes-là, qui traversent des moments de vulnérabilité, que la bienveillance a toute son importance parce que c'est ce qui les empêche de décrocher et de vivre des moments où ils risquent de s'effondrer. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour cadrer un petit peu sur le sens de la bienveillance. Désolé d'avoir été un peu long. Non, non, c'est très clair. Et puis, il y a une construction logique avec la deuxième question qu'on s'est posée, c'est à quel périmètre d'exigence et de gestes professionnels renvoie l'attention personnelle à se comporter de manière bienveillante. Moi, j'ai gardé pour cette question, pour avoir un périmètre d'exigence et de gestes professionnels, deux exemples. L'exemple du programme phare que chacun connaît ici probablement, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, qui me semble un peu révélateur pour deux raisons en fait. D'abord parce que tous les élèves sont concernés par cet enjeu. Tous les élèves sont dans une cour d'école. Par essence, c'est quand même un lieu de lien social. C'est là où se nouent les relations. Et bon, il y a une école avec ses grands principes, notamment la lutte contre toute forme de discrimination. Et puis quand même, il y a des études, il y a notamment une étude de Jean-Pierre Bellon qui dit que régulièrement 10% des élèves se disent harcelés dans une cour d'école. Moi, je trouve ça colossal. Et puis, ce programme qui a l'ambition de former tous les acteurs, l'ensemble des acteurs de la communauté, des écoles et des collèges en quelques années. Alors, sur des formats hybrides avec quelques heures pour les établissements. Et ça, c'est le premier élément qui me semble important. Tous les élèves sont concernés et l'ambition récente est de dire on va essayer de développer ce programme, déployer ce programme dans toutes les écoles et tous les collèges. La méthode de la préoccupation partagée, qui est connue ou pas connue, moi, c'est pas qu'elle m'importe moins. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette démarche, il y a d'abord un temps d'évaluation qui est prévu dans le déploiement du dispositif phare. Et puis, on parle de communauté protectrice. Donc, on identifie les professionnels, les acteurs, des personnels et même certains élèves comme étant membres d'une communauté protectrice et qui développent des compétences communes. C'est ça qui m'intéresse. En gros, on s'engage concrètement à dire aux intimidateurs, ce qu'on appelle non blâmant, on ne va pas forcément te punir, on va essayer de te mettre en contact avec la personne que tu harcelais, qu'on appelle la cible, et puis on va t'accompagner pour développer d'autres compétences. On te propose une alternative aux réponses historiques qu'on a toujours utilisées. Et moi, ce que je trouve bizarre, disons, dans ma pratique, c'est que je passe dans des tas d'endroits où ça serait utile de le déployer presque en urgence. Quand je vois, moi, avec mon regard extérieur d'inspecteur, on va dire, voilà, mais les gens me répondent, mais je ferai ça, vous êtes gentil, hein, mais je ferai ça quand ils seront décalés dans la cour. On me répond parfois ça. Donc, je trouve des arguments pour réagir. Ça, c'est mon premier exemple sur des périmètres d'exigence. Et après, le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est quand même la nécessité, c'est ce qui est intéressant d'en faire, de partager un diagnostic. Si on veut mettre en œuvre collectivement des gestes professionnels, si on veut se comporter de manière bienveillante, il ne faut pas choisir peut-être 36 axes, mais peut-être commencer par faire une petite évaluation, choisir quelques axes, peut-être volontairement restreints, parce que notre école, elle est diverse. Alors, l'école, c'est la déclinaison nationale d'un plan, mais c'est une déclinaison au plan local avec plein de singularités, ce qui fait la richesse, mais ce qui fait la complexité, en fait, de l'école. Et en gros, ça me renvoie un peu à la phrase de Jaurès sur le courage. Le courage, c'est de chercher la vérité, de la dire, et surtout de mieux appréhender le réel pour aller à l'idéal. Parce que je pense que les vulnérabilités des élèves ou les besoins des élèves ne sont pas forcément les mêmes dans une même ville, si on est dans un contexte social qui est extrêmement différent.
Donc, il y a le côté collectif de la pratique et il y a le côté diagnostic qui me semble incontournable. Oui, oui, ce périmètre d'exigence et de geste, là, il est très vaste, hein. Alors, c'est vrai qu'à travers le harcèlement, on peut en citer déjà un certain nombre. Il est très vaste, hein. Alors, c'est vrai qu'à travers le harcèlement, on peut en citer déjà un certain nombre. Un retour de micro, là, oui, je pense qu'il y a des micros ouverts. Un retour de micro, là, oui, je pense qu'il y a des micros. Voilà. Donc, je vais continuer sur les périmètres des exigences et des gestes professionnels. Il y a pas mal de travaux de recherche qui ont essayé d'y voir clair sur ce sujet, puisque bon, il y a eu les travaux notamment de Gwenola Reto, qui a fait sa thèse de doctorat sur la bienveillance en 2018, et aussi elle a écrit un bouquin en 2019, et le travail de Julien Masson, qui a écrit un ouvrage aussi sur la bienveillance. Et donc, si on essaie de voir du coup le périmètre, pour moi, il y a quelque chose dans la bienveillance. Il y a le mot veiller, il y a le verbe veiller qui est là, qui est dans la bienveillance, qui signifie quelque chose autour de l'attention. Et donc, pour moi, il y a l'attention aux élèves, l'attention à tous les signes de découragement, l'attention à ce que peut, aux propos des élèves, les représentations qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur travail, leur discours plus ou moins positif ou négatif vis-à-vis de l'école. L'attention par rapport à leur présence, à leurs absences, aux arythmies dont certains peuvent témoigner, aux difficultés bien sûr d'apprentissage, l'attention aux sentiments d'insécurité, aux signes d'insécurité, les élèves qui ont peur, qui sont timides, qui ont honte de prendre la parole, l'attention par rapport au passage, ces élèves qui vont fréquemment voir le CPE, voir l'infirmière et qui témoignent d'une forme de fragilité. L'attention au moment d'angoisse, aux phobies scolaires, aux situations de mutisme aussi, à l'isolement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets d'attention qui, à mon avis, invitent à la bienveillance. De même que si on va regarder du côté des besoins fondamentaux, puisque se comporter de manière bienveillante, ça suppose d'accompagner l'élève par une qualité de relation. Une relation qui va être éthique, c'est-à-dire une relation qui va être attentive à ce qui est bien pour l'autre. Donc, la notion d'éthique est très, très proche de la notion de bienveillance, d'ailleurs, dans son sens, dans son acception éducative. Et du coup, quand on regarde dans la littérature, on va voir que les gestes professionnels qui contribuent à la relation pédagogique, ce que dit la littérature scientifique, c'est que le geste le plus puissant, et ça a été confirmé par les travaux de John Hattie, même s'ils ont été un peu critiqués eu égard aux méta-analyses qu'il utilise, c'est quand même les feedbacks positifs qu'on formule, les encouragements, les feedbacks pendant la tâche qui sont centrés sur l'activité de l'élève, sur les méthodologies qu'il utilise, c'est extrêmement puissant. Ça fait partie, et quand c'est dit chaleureusement dans le respect du travail, en témoignant de la confiance, de l'espoir dans la capacité de l'élève à y parvenir, ça, c'est vraiment un geste professionnel très puissant. Et toutes ces années où j'ai été en UFM formateur et en ayant la possibilité de voir beaucoup d'enseignants et de jeunes enseignants et de moins jeunes aussi parfois, dans le cadre de la préparation des examens pour devenir maître formateur ou formateur académique, eh bien, j'étais très surpris de constater qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font très peu de feedback positif et ils oublient, et je pense qu'on devrait mettre parfois une petite étiquette sur son bureau, feedback positif, pour y penser, parce que les élèves en ont terriblement besoin. Alors, il y a d'autres leviers, le fait d'être présent à soi et d'être présent à l'élève, d'être dans une vraie écoute. Quand on écoute vraiment, de ne pas trop parler, de savoir écouter les élèves, de faire preuve d'empathie, de transparence. Et il y a même une vertu que j'associe à la bienveillance, qui est celle d'être capable, et Benjamin, je crois en parler en introduction, dans une relation d'horizontalité, d'être dans une communication authentique, sincère. Les nouvelles générations, et surtout les élèves les plus fragiles, ils ont surtout besoin que les enseignants ne jouent pas un rôle de prof, quoi. Que ce soit des personnes, et que quand ça passe pas, quand il y a des moments où ça frotte un peu, où on ne s'entend pas, où c'est difficile, on se parle de personne à personne et on se parle en horizontal, quoi. Pas en surplombant, en marquant son autorité ou son pouvoir. Ça, il y a beaucoup d'élèves qui ne supportent plus ça. Dans les nouvelles générations, ils sont tellement imprégnés d'images, de communication à travers les réseaux sociaux et surtout les films qu'ils voient dans les séries, qu'ils aspirent vraiment à une qualité de communication où ils se sentent considérés comme une personne
même si ils sont plus jeunes, même s'ils ont des difficultés d'apprentissage. Alors, il y a beaucoup d'autres petits gestes qu'on pourrait évoquer, se rendre stable, prévisible, donner des signes de confiance. Voilà, tout ça, ça participe de la bienveillance. Et j'ajouterais, pour terminer, le fait d'accompagner positivement, de renvoyer un discours qui soit positif, même s'il y a des erreurs. Tout cela participe de la bienveillance. C'est à cela auquel le discours de Vincent Payon, qui avait précédé notamment la circulaire de 2014, avait initié le pays. Et ça a été repris par tous les ministres qui ont suivi, un discours positif, un discours qui accompagne, un discours qui montre que, eh bien, on attache de plus en plus de considération à l'égard des élèves. Et moi, ce que j'observe depuis, je suis dans l'éducation nationale depuis une quarantaine d'années maintenant, donc ça commence à faire. Et ce que j'observe, c'est que depuis 20 ans, il y a vraiment de plus en plus de bienveillance. Et notamment, depuis ces 7-8 dernières années, il y a une accélération et il y a de moins en moins d'enseignants qui sont, alors il y en a encore quelques-uns, bien sûr, hein, je ne me leurre pas, mais qui sont dans des propos irrespectueux sur le plan verbal, sur le plan du ton aussi. Parce que ce n'est pas que les mots, hein, la bienveillance, c'est aussi le ton sur lequel on s'exprime. Et on l'observe de moins en moins. Il y a parmi vous des chefs d'établissement qui sont expérimentés. Peut-être vous pourriez témoigner peut-être tout à l'heure, à savoir que bien sûr qu'il reste quelques enseignants, il en reste. Mais je trouve personnellement qu'il y en a moins. Et je serais content de vous écouter peut-être sur ce sujet. Voilà. Et pour aller dans ce sens-là, juste en transition, quand on regarde l'auto-évaluation des établissements, pour moi, il y a une opportunité. Et la bienveillance et l'actualité, si on regarde le domaine 2, le domaine 1, c'est les apprentissages et les parcours. Le domaine 2, c'est la vie, le bien-être des élèves et le climat scolaire. Et quand on regarde dans la boîte à outils du C2E, ce que j'ai fait en préparant un peu ça, j'ai surligné des petites choses. Le climat et le bien-être à l'école, ce sont des dispositifs de mise en œuvre d'un climat scolaire serein et la mesure de leurs effets sur les acteurs. C'est ambitieux, mais bon. L'égalité filles-garçons, l'accompagnement de la grande pauvreté, on parlait des vulnérabilités, le développement, la reconnaissance de l'engagement des élèves au sein de l'école. Donc l'horizontalité pour moi, le fait qu'il soit moteur, il soit acteur de ce qui se passe, hein, même au sein de l'élaboration de la règle du temps des espaces. L'attention portée au temps de l'élève, à son travail personnel à l'école, à ses rythmes, c'est la boîte à outils du C2E dont je parle. Donc notre troisième question, pour ne pas m'égarer, c'est dans quel type de situation la bienveillance se trouve-t-elle convoquée? Alors on entend Blandine, qu'on voit apparaître à l'écran, que l'on remercie de couper son micro. Donc, pour savoir dans quel type de situation la bienveillance se trouve questionnée, moi, je reprends un truc qui a l'air un peu classique comme ça au premier abord, mais j'ai regardé l'académie, là, dans le cadre de notre école faisant ensemble, l'appel à projet du Conseil national de la refondation, et j'ai pris un collège que je connais bien, pour être tout à fait sincère. J'ai mon enfant, j'ai mon grand-fils qui est dans ce collège, en 5e, donc je connais ce collège qui est une caractéristique dans le Gers. Il y a l'absence de familles très favorisées. Et puis, ils ont déjà mis en œuvre des choses qui me semblent être dans le sens de la bienveillance, avec le contrat de confiance pour les évaluations, 3 formats d'évaluation pour qu'elles soient vraiment explicites. Il y a un bureau d'aide rapide, etc. Et là, ils viennent d'être récompensés, on va dire, parce qu'ils ont proposé de mettre en œuvre avec des élèves un jardin zen, avec des élèves de l'ULIS. Ils ont proposé de travailler une salle calme et elle échappe au giron de la vie scolaire. Ce sont tous les enseignants qui disent, bon, on va inventer un espace pour venir lire, pour écouter un livre audio, pour se reposer, pour dessiner, pour faire des activités qui sont des activités calmes avec des meubles dédiés, en fait, des équipements dédiés. On va essayer de différencier par l'informatique, mais de réellement différencier, y compris pour ceux qui ont fini plus tôt, qui veulent y aller. Et puis, on va essayer, parce que ça ne marche pas vraiment, de voir fait dans la configuration rurale, on va essayer de faire tourner un bus pour les élèves qui voudraient bien rester, mais qui sont tenus par le bus. Donc, ça a l'air d'être des petites attentions, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une opportunité colossale avec le CNR. Et puis, c'est quoi l'enjeu derrière? L'enjeu, c'est, je parlais de clarifier l'évaluation, ça me paraît important, d'éviter tout ce qui est implicite, que les adultes comprennent et qui ne permet pas à tous les élèves d'accéder à ce qu'on fait. Évidemment, de multiplier les feedbacks, ça a été dit, mais je pense que c'est très important d'avoir des lieux, des temps, des espaces pour réinventer la relation qu'on a
qu'on entretient aux élèves. Et ça se joue beaucoup sur ce qu'on appelle la vie scolaire, mais qui concerne vraiment tout le monde. Offrir d'autres espaces, c'est pas si difficile. Je traverse beaucoup de salles d'études. Je suis toujours surpris dans des établissements tout neufs de voir des salles d'études qui ressemblent à celles des choristes, pour le dire de manière un peu drôle. Alors que je vais parfois dans l'éducation prioritaire et qu'il y a des salles d'études où on peut travailler debout, il y a des salles d'études où on a le droit d'aller fabriquer des choses, on leur donne des noms, etc. Donc, il y a des espaces de coworking qui sont inventés. Tout ça pour dire que l'intérêt, c'est qu'on peut commencer à demander aux élèves et l'enjeu, c'est sans doute de leur proposer de construire avec nous et qu'ils soient réellement acteurs d'évolution concrète. C'est comme ça que je la ressens, moi, la bienveillance. C'est quelque chose qui est en action et qui permet aux élèves aussi, aux parents, de dire, mais nous, nos besoins, ils sont là. Et cherchez pas... Voilà, on veut casser la salle d'études. J'ai envie de leur dire, laissez-les faire. Laissez-les vous aider à inventer l'étude de plus tard, quoi. Oui, alors sur ce sujet, je pense que il y a des circonstances et des contextes qui sont délicats quand on est dans les métiers de l'éducation. Il y a des moments où il y a de la prise de risque dans la relation. Et ces moments délicats pour l'enseignant, notamment, ou ça peut être aussi pour le CPE, le personnel de direction. Moi, je pense notamment en classe, ces moments délicats où l'élève il risque de se décourager, de se démotiver, de décrocher. Ces moments-là sont essentiels pour mobiliser la bienveillance parce que voilà, les enjeux... Et donc, je pense notamment à 3 types de moments. Les moments d'accompagnement des résistances, quand les élèves ils résistent parce que soit il ne comprend pas, soit il ne veut pas travailler, soit il est fatigué, soit il est découragé. Donc, c'est le moment où ça résiste. Là, l'engagement, le fait que la bienveillance soit active, c'est-à-dire que l'enseignant il aille vers l'élève pour lui demander ce qui effectivement lui fait qu'il résiste et qu'il essaye sur le plan métacognitif de lui demander où est-ce qu'il a des difficultés, de quoi il a peur, comment il appréhende telle situation nouvelle d'apprentissage. Ça fait partie, à mon avis, d'un point essentiel. Deuxième type de moment, les moments autour de l'évaluation. En classe, on sait que les enquêtes nous montrent qu'on a 50 à 60% des élèves qui sont angoissés à l'idée d'être évalués. Quand ils partent au collège, à l'école ou au lycée, le matin, on en a environ 60% au niveau national. Ça, c'est les enquêtes de l'UNICEF notamment. Et puis d'autres, les enquêtes Ipsos qui ont été faites sur ces dernières années, en 2021, sur le rapport des élèves à l'école, et qui nous montrent qu'il y a quelque chose autour de l'évaluation qui fragilise les élèves et qui les stresse. Alors, vous me direz, on le stress, on en a toujours connu, mais le problème, c'est que pour les élèves qui ont des facilités, le stress, ils s'en accommodent. Quand ils ont des personnes avec qui discuter à la maison, se rassurer. Mais pour tous les élèves les plus fragiles, et ça représente beaucoup d'élèves, eh bien, c'est discriminant. Et donc, du coup, il y a, dans la manière dont on présente l'évaluation, dont on la fait vivre et dont on l'exploite après, il y a encore des marges de progression chez beaucoup d'enseignants qui reproduisent des modèles sur lesquels eux-mêmes ont été éduqués, ont appris à l'école, au collège ou au lycée. Donc, je crois que les nouvelles générations, si on veut créer les conditions du bien-être sans en rabattre avec les exigences intellectuelles, il faut que sur l'évaluation, on soit beaucoup plus rassurant, ce soit beaucoup plus serein. Et tout le travail qui est engagé dans les lycées depuis 2 ans sur l'évaluation, il y a ces notions-là qui apparaissent et qui participent de la bienveillance. Et puis le troisième axe, je disais qu'il y avait 3 types de moments délicats. Le troisième type de moment, c'est les moments où s'exerce l'autorité, ou parce que pour X raisons, l'enseignant doit faire preuve d'une forme d'autorité. Eh bien, cette autorité, il faut qu'elle s'exerce de manière bienveillante. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est tout à fait compatible avec l'autorité. Dire à un élève que son comportement n'est pas acceptable, que là, il dérange, etc. Il y a 1001 façons de le dire, et les élèves, ils n'ont pas forcément, ils n'apprécient pas et ils se sentent irrespectés dès lors qu'on le fait avec des paroles, un ton qui porte atteinte à leur dignité, à leur intégrité morale, que sais-je. Donc, là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui savent très bien s'y prendre, mais il y a aussi parfois des personnes qui dérapent
nul n'est parfait. Et d'une certaine manière, peut-être inviter les enseignants à être bienveillants avec eux-mêmes aussi par rapport à ça, parce que ce n'est pas toujours simple. Il y a des moments où les élèves ils nous poussent à bout aussi. Hein, et, pour avoir enseigné quelques années, j'ai des souvenirs d'avoir dérapé, bien sûr, comme tout enseignant, et savoir s'excuser, savoir revenir et dire, ben là, j'ai peut-être été un peu dur, mais quand vous poussez à bout, attention là. Donc, attention au comportement que vous avez, parce que en classe, il faut qu'on puisse s'entendre ensemble pour réussir. Donc, tout ça, ça peut se discuter sincèrement. Et je crois que les jeunes, ils sont à même d'entendre cette sincérité. Et c'est limite pour l'enseignant parce que c'est un métier extrêmement difficile maintenant, avec l'hétérogénéité des classes qui est due aux objectifs qu'on assigne aux enseignants. Il y a des classes où il y a une hétérogénéité telle que conduire la classe, ça suppose d'avoir régulièrement des moments d'exercice de l'autorité qui vont supposer beaucoup d'habileté associant fermeté et bienveillance. Oui. Voilà ce que je peux dire. On peut passer sur des questions éthiques. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir la prochaine question qui est la 4e, donc qui est l'avant-dernière. Ça nous laissera de la place pour les questions, ce qui est très bien. C'est quelle question éthique soulève la bienveillance? Moi, l'exemple que j'ai essayé de prendre, c'est l'exemple concret, c'est que je me suis rendu la semaine dernière dans un établissement d'éducation prioritaire à Toulouse, que je connaissais il y a 20 ans, mais qui a été reconstruit. Et puis, plusieurs choses qui m'ont interpellé. Donc, je ne suis même pas sûr d'avoir répondu à la question, mais je me lance. À la fois, je me suis senti accueilli parce que on avait signalé que j'arrivais et tout le monde m'a dit bonjour. Les adultes, les parents qui étaient là, j'ai été présenté par l'équipe de direction, un peu partout où j'ai été visité, découvrir un peu, redécouvrir cet établissement. Donc, il y avait un côté agréable d'être à la fois attendu et accueilli. Tout le monde est accueilli. On sent bien que les gens sont très vigilants sur la qualité de la relation sociale. Donc, premier élément éthique. Et puis, je suis arrivé à 10h et puis il y avait des oranges dans la rotonde à l'entrée. Et j'ai posé la question, j'ai dit, bon, il y a des oranges, mais oui, il y a en fait les restes de fruits de la veille à la cantine sont redistribués sous la forme de fruits au petit déjeuner ou de pain et de fruits à 10h. Et ça a beaucoup questionné les enseignants, ça a même créé des points de tension. Les gens se sont dit, mais si vous commencez à mettre le doigt là-dedans, etc. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est de voir que ça avait d'abord été mis dans une salle, mais la salle, ça avait des inconvénients. Donc, ils l'ont mis dans l'entrée et quelque part, les élèves et les enseignants partagent un quart d'orange à 10h ou 2 quarts d'orange ou des demi-bananes. Et je trouve qu'en termes de relation, il se joue quelque chose. Le mot compagnon vient du fait de partager le pain, mais l'enseignant, il est dans une autre relation. Et l'école, elle a une autre attention quand elle met des fruits en libre service que les gens peuvent aller chercher ou pas chercher, et quelque chose qui ne soit pas discriminant, enfin qu'on puisse pas, voilà. Mais ça a quand même interrogé les équipes. Et puis, troisième élément dans cet établissement, on m'a dit, on avait beaucoup d'élèves, on avait identifié 12 élèves vraiment en décrochage complètement. En 4e, depuis des années, on faisait différents dispositifs, on a quelques moyens qu'on mobilisait. Là, on a décidé de les mettre dans la même classe, de 3e. Et pareil, les équipes étaient partagées en disant, c'est très bien, mais on connaît ce genre de dispositif, en fait, c'est un dispositif, je ne dis pas au rabais, mais on va avoir moins d'exigences avec les élèves. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'ils sont restés très exigeants sur ce qu'ils proposent aux élèves. Évidemment, ils ont consacré du temps, ils ont consacré des moyens, hein, et de l'engagement de 2 professeurs principaux qui est assez remarquable. Mais c'est très intéressant de voir que ça a partagé les choses et que cette année, cette classe de 3e, c'est la classe où il y a le moins d'élèves absentéistes du collège parce que ça a été un sujet qui a été partagé sur le sens de l'école, notamment avec les familles. Donc, ça a nécessité d'entrer en relation avec les familles. Et j'arrête, il y a aussi un dernier exemple pour ce collège qui les a partagés en termes d'éthique. Ils se sont proposés de faire des études du soir pour les élèves qui sont au lycée et qui sont dans les lycées du quartier, mais qui n'appartiennent plus au collège. Pour dire, on n'aura plus la même relation, mais vu que vous faites partie des élèves qui réussissent le moins quand on entre en seconde générale, nous, on accepte de continuer à veiller sur vous, quoi. Donc voilà, mais à chaque fois, ça interroge et ça partage les équipes, ce qui ne les rend pas faciles à diriger, clairement. Oui, je partage vraiment ton regard, Benjamin, sur ce sujet de l'éthique. Et la notion de l'éthique, c'est une notion très, très proche de la notion de bienveillance. L'éthique, c'est une réflexion qui est de nature morale. Dès lors qu'on a une réflexion de nature morale sur ce qui est bien ou pas bien, on est dans une démarche éthique.
Et dès lors qu'on ouvre ce petit espace de délibération, de réflexion personnelle, où on s'interroge et on se dit, est-ce que c'est bien ou pas que je fasse ça? Et on sait, je vais faire ça parce que c'est bien. Et là, on est dans une réflexion éthique. Et donc, du coup, ça convoque tout de suite la bienveillance, quoi. Et tu as parlé de l'accueil, là. C'est vraiment quelque chose de central, quoi. Un enseignant qui est capable d'accueillir l'élève tel qu'il est, qui soigne la manière dont il entre en relation avec les élèves le matin ou au début d'un cours, et qui accueille les idées, la diversité des idées, qui accueille les émotions. C'est un enseignant qui est nécessairement, pour moi, dans une démarche éthique, quoi. Alors, on la retrouve, cette notion, dans le référentiel de compétences. Là, je regardais en préparant ce moment avec vous, les différentes entrées dont on dispose dans l'éducation nationale, et le référentiel de compétences de 2013 nous donne des éléments sur ce que c'est que l'éthique. Et moi, je trouve qu'on peut donc aussi ajouter que, et notamment pour les chefs d'établissement, qui sont des acteurs qui doivent être attentifs à la sécurité, à ne pas avoir oublié certains points sur le plan déontologique, l'éthique, elle pose la question de l'intervention, quoi. À quel moment est-ce qu'il est bon ou pas que j'intervienne? Bon, voilà. Dans telle ou telle situation, des fois, la démarche éthique, ça va être de ne pas intervenir. Et si j'interviens, de quelle manière, pour dire quoi, dans quel but? Et tout ça, ce sont dès lors qu'on est porté par l'idée de bien faire, on est dans une démarche éthique. Et du coup, ça convoque régulièrement la bienveillance, ce type de questionnement, à savoir que, et je le redis, parfois la démarche éthique, ça va être de ne rien faire, d'en dire le moins, ou dans d'autres circonstances, de réagir immédiatement. Tout ça, c'est vraiment... c'est éthique dès lors on est regardant et on est attentif à ce qui est bien pour le groupe ou pour l'élève en particulier, ou en l'occurrence ou un collègue, si c'est un collègue qui est ici considéré. Donc, cette question de l'éthique, pour moi, elle est aussi... elle interroge toute la dimension morale qui doit être celle de quelqu'un qui essaye de faire le mieux qu'il peut, quoi. Et dès lors qu'on est dans une logique de service, de donner le meilleur de soi, il me semble qu'on est naturellement dans une démarche bienveillante et dans une démarche éthique, parce que on essaye de ne pas regretter ce que l'on a fait vis-à-vis de la personne qui est concernée par la décision ou la discussion qu'on va avoir avec lui sur la situation qui nous réunit. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet de l'éthique qui mériterait aussi d'autres développements sur notamment la question du care, du soin ou de l'articulation avec la déontologie. Mais bon. Et après, il y avait une dernière... notre dernière question, c'est quel repère peut-on dégager pour clarifier l'usage de la bienveillance et les enjeux? Donc moi, j'ai essayé rapidement de dégager trois choses qui me semblent un peu importantes et prioritaires. Déjà, c'est une forme d'état d'esprit à partager. La qualité des relations, on en a beaucoup parlé, mais la qualité de l'écoute, clairement, le fait de sortir des jugements, de certaines pratiques isolées, ça a été dit, donc j'y reviens pas vraiment, qui sont une réponse un peu historique, un peu culturelle, surtout parce qu'il n'y a pas d'autres ressources personnelles ou parce qu'on n'a pas d'autres ressources collectives. Donc là, de mon point de vue, le levier pour avoir un état d'esprit à partager, c'est quand même la formation qui est un levier puissant, avec les EAFC qui réinventent les formations sur le plan local, la formation des adultes, bien sûr la formation des élèves, mais pour moi la formation des adultes, elle est première. Hein. Si on veut réellement accompagner les gens sur ce qu'est la bienveillance, il y a peut-être des formations collectives à porter d'un point de vue. Après, ce qui me semble important, je pense que je l'ai porté, c'est la nécessité d'un diagnostic. Alors, bien sûr, le diagnostic, il est forcément quantitatif, mais il est surtout qualitatif pour moi et il doit intégrer l'ensemble des usagers. Donc, bien sûr, les équipes, bien sûr, les parents, mais évidemment les agents. Et là, pour le coup, l'auto-évaluation, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi quelque chose de compliqué parce que c'est pas encore inscrit dans la culture. Cette auto-évaluation, elle est encore, diversement mise en œuvre et discrète.
Et pour moi, je garde le sens d'évaluer qui est très connu, mais il ne faut jamais oublier que c'est extraire de la valeur. Donc, il ne faut pas avoir de crainte à porter un regard critique et un regard collectif sur la pratique. Donc, ça, c'est très important. Et après, c'est quand même beaucoup l'action, de mon point de vue. C'est-à-dire, il y a des dispositifs qui sont des occasions. Je prends le quart d'heure lecture, qui peut être une occasion de bien-être. Ça paraît être, bon, c'est dans le giron de l'EVS, mais pas que. Les heures de vie de classe, qui parfois sont sous-investies, qui sont quand même des espaces de parole. Bon, je ne reviens pas sur le projet d'établissement, mais j'ai en tête juste un exemple qui était, j'étais principal il y a une dizaine d'années dans un établissement très rural où on avait retenu qu'on avait supprimé les notes, mais en réalité, c'est pas ce qu'avaient essayé de faire les équipes. Les équipes, elles étaient parties d'élèves très démotivés, qui arrivaient en échec dès la sixième et qui s'engageaient plus dans la tâche. Ils avaient inventé un projet qui s'appelait Envie d'apprendre et qui avait l'ambition de faire de l'auto-évaluation, de réinventer l'évaluation, de dire tu as le droit de recommencer si tu te trompes et si tu viens en soutien, tu auras le droit, tu seras renoté, de parler davantage avec les parents, de travailler sur la qualité du bulletin, de fabriquer des outils, de travailler sur le sens de l'école. Et ça s'appelait Envie d'apprendre et les gens n'ont retenu que la crainte de la suppression des notes. Donc parfois, avec les meilleures intentions du monde, on passe quand même à côté, quoi. Voilà. Mais donc, trois choses. Le fait d'avoir un état d'esprit collectif, le fait de quand même avoir un petit diagnostic, et puis le fait concrètement d'utiliser les outils qui sont des outils à notre portée, et que parfois on ne réinterroge pas assez. Enfin, je pourrais faire moi aussi beaucoup de temps sur une salle d'études. Questionner des AED pour savoir ce qu'ils attendent des élèves en études, c'est toujours un grand moment pour un inspecteur de vie scolaire. Eh oui. Oui, effectivement, cette question d'état d'esprit, c'est pour moi un état d'esprit où on doit s'entendre et être en disposition de rechercher les conditions qui sont favorables au bien-être des élèves et à leur réussite. Et c'est pas rechercher le bien-être comme finalité. Hein. Le bien-être, c'est ça. Dans une des trois priorités là, pour cette année, ce n'est pas une finalité de l'école, hein, c'est une condition qui va favoriser la réussite de tous les élèves et notamment des plus fragiles et qui va vraiment être indispensable. Si on n'est pas favorable, attentif au bien-être des plus fragiles, ben, ils décrochent beaucoup plus rapidement que les autres. Et donc, cette attention au bien-être comme condition de réussite, elle nous engage à bien avoir en tête quelles sont les priorités qui favorisent le bien-être. Et parmi toute la liste des pratiques, j'ai été amené à pas mal travailler là-dessus ces derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations sur le bien-être. Il y a, comme tu le disais, Benjamin, la question première, c'est la relation pour moi. C'est premier parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans une classe, dans un établissement, comme technique, comme pratique, qui vont favoriser le bien-être. Mais si dans la relation avec les adultes, les élèves ne se sentent pas en sécurité, en possibilité de pouvoir demander de l'aide, pouvoir faire des erreurs sans avoir peur, eh bien, s'ils n'ont pas cette possibilité de bénéficier d'une qualité, d'une éthique de la relation, eh bien, on n'a pas finalement une démarche globale bienveillante vis-à-vis d'eux. Donc ça, pour moi, c'est la priorité. Deuxième chose, tu en as parlé aussi, c'est les espaces de parole. On manque d'espaces de parole dans les établissements scolaires, indéniablement. Les espaces de parole, c'est le CVC, le CVL, c'est réduit aux élèves qui en ont le moins besoin, globalement. Donc, on a besoin de beaucoup plus que ça. On a besoin de faire vivre les heures de vie de classe comme des vrais espaces de parole. Et faire au plus, il faut mettre en place des SAS pour les élèves qui sont en des difficultés, pour qu'en quelques heures, en allant 2, 3 ou 4 fois dans un SAS, pour discuter avec un prof qui est formé à l'écoute active, et ils aient la possibilité de parler de ce qui les chagrine, de ce qui ne va pas, de ce qui est difficile, pour aller mieux. Et donc, ça participe pour moi de la bienveillance. Deuxièmement, ça, c'est les espaces de parole. Bon, j'ai publié là-dessus parce que ça fait des années que je travaille sur ce sujet. Le troisième sujet, c'est pour moi, dans les classes, que ce qu'on leur propose, ça ait du sens. Proposer des activités qui ont vraiment du sens, et on le sait bien, il y a des profs avec lesquels la classe, ça marche, il n'y a pas de problème. Avec des classes difficiles, ils s'en sortent parce que ils varient les supports, ils choisissent des choses qui sont adaptées à la culture des élèves pour les emmener dans un ailleurs qu'ils vont découvrir. Ils varient les pédagogies, ils varient les organisations, ils sont attentifs à les motiver.
chose que d'autres, c'est vrai que ça demande du travail, de l'effort, il y a une attention à l'hétérogénéité, la différenciation, et ça contribue ça fait partie d'une forme de bienveillance, et en étant justement exigeant, et ça fonctionne, ça fonctionne. Tu parlais du quart d'heure lecture, et hier j'étais dans un collège où j'ai assisté à un quart d'heure lecture, et dans une classe où il y avait quand même quelques numéros, eh bien, ils ont joué le jeu, et c'était étonnant, quoi. Étonnant de voir qu'il y a eu des moments dans ce quart d'heure où ils étaient tous en train de lire. Alors, il y en a 2 ou 3, il y a des moments où ils avaient décroché un peu, et on se dit, mais il se passe quelque chose, quoi, parce qu'il y a des jeunes qui ne lisent plus. Et certains, alors qu'il y avait eu un petit signe pour la fin du quart d'heure, continuaient à lire. Donc, on se dit, mais il se passe quelque chose, on gagne, quoi. On est gagnant, là. Alors ça, c'est la troisième priorité, le sens de l'activité et la coopération. Et puis, je rajoutais une quatrième chose, c'est de permettre aux élèves de bouger, quoi. Et je vois de plus en plus de classes, d'établissements, d'écoles qui mettent en place forcément ces 30 minutes d'activité physique quotidienne, mais aussi qui, dans les classes, mettent en place des dispositifs qui permettent aux élèves de bouger. Alors, il y en a qui mettent des ballons, là, qui mettent en place pour permettre aux élèves d'être assis sur quelque chose qui leur permet quand même un peu de bouger. Et il y a des systèmes, alors qui sont encore peu développés en France, mais qu'on voit à l'étranger, où les élèves peuvent pédaler en travaillant. Alors, j'ai eu des travaux de recherche là-dessus qui montrent que pour les élèves hyperactifs, ils arrivent à mieux se concentrer, quoi. Et c'est prouvé, quoi. Donc, il y a quand même bien des marges de progrès, des élèves qui peuvent aller travailler assis dans des fauteuils. Bon. Et je crois qu'il y a des choses à inventer. Alors, c'est un peu dérangeant, ça dérange les représentations qu'on a traditionnelles de l'école, mais il y a des élèves qui s'y retrouvent et qui sont plus efficaces, plus attentifs dans des contextes comme ça. Alors, je m'éloigne un petit peu de la bienveillance, là, mais on est dans les conditions qui favorisent le bien-être. D'une certaine manière, ça participe d'une bienveillance générale. Alors, à côté de ça, il y a toute une foultitude de pratiques qui, à côté, peuvent être… mais je voulais insister sur ces quelques pratiques-là, ces quelques priorités qui me semblent essentielles. Voilà. Donc, on a fait un tour d'horizon, mais on a quand même, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi. On a même du temps pour des questions. Donc, les gens peuvent se lancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez pas, on s'était dit que pour les questions, chacun levait la main grâce à l'interface dédiée Zoom. Et du coup, dès lors que je dis votre nom, vous êtes invité à parler. Et même sur des témoignages qu'appelait oui. tout à l'heure Christophe, hein, les chefs d'établissement, cette relation avec la bienveillance, par exemple. En attendant que les questions émergent, je peux vous parler d'une chercheuse qui s'appelle Virginie Muniglia, qui intervient dans le séminaire national sur les vulnérabilités. On a un séminaire qu'on est à sa 3e année. Et cette personne, elle est sociologue, elle travaille à l'école des hautes études sur la santé publique. Et elle a fait un travail auprès des élèves qui sont vraiment en situation difficile, qui traversent des périodes très, très difficiles. Elle a essayé de comprendre comment tous ces élèves qui sont décrocheurs ou potentiellement décrocheurs ou qui sont à la limite, voilà. Et elles se sont rendues compte, en faisant des entretiens avec beaucoup de ces élèves et de ces jeunes, que une des qualités essentielles qui participent de la bienveillance, qui peut les aider à raccrocher, c'est qu'on s'intéresse à eux, à ce qu'ils vivent singulièrement, mais personnellement, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme des élèves en difficulté, comme des difficultés comme d'autres qui ont des difficultés. Non, qu'on aille à la rencontre. Donc, ils sont dans une logique d'éducation par la rencontre, d'accompagnement par la rencontre, et qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent. Et alors, elle fait sa conférence dure 40 minutes, je crois. C'est sur le magistère. C'est une démonstration pour arriver à cette conclusion qui, moi, m'a confirmé quelque chose que je ressentais, mais elle en a fait la démonstration et j'ai trouvé ça très fort, quoi. Et elle s'appelle Virginie Muniglia. Et c'est une sociologue qui a fait sa thèse de doctorat d'ailleurs sur l'accompagnement des vulnérabilités des adolescents. Et très intéressant parce que je sais qu'il y a des professeurs, pour en avoir côtoyé certains, qui accompagnent les jeunes en situation de décrochage et qui utilisent ce ressort-là sans forcément l'avoir conceptualisé, et ça fonctionne, quoi. Et à contrario, dans le processus de radicalisation,
on sait que c'est quelque chose qui est utilisé pour attirer les jeunes, s'intéresser à ce qu'ils vivent, valoriser leur comportement pour les emmener sur un terrain qui, lui, n'est pas forcément, bien sûr, et qui est complètement défavorable au bien-être dans la société. Mais pour vous dire que ça peut être actionné, ce bien-être, ce levier qui consiste à s'intéresser à autrui, à des fins qui peuvent être manipulatoires aussi. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a là un levier très puissant qui est utilisé à des multiples fins et qui mériterait, à des fins de raccrochage et à des fins de remotivation, d'être plus utilisé qu'il ne l'est dans le monde de l'école et de l'éducation, où on est un peu trop peut-être encore dans une conception académique des métiers. Entrer dans une relation plus authentique, hein. Je reviens sur cette notion d'authenticité, c'est ce que ça engage, hein, notamment le fait de s'intéresser à l'autre. Alors, il y a une question qui pique un peu, moi je trouve, et qui est intéressante. N'y a-t-il pas des contraintes institutionnelles ou systémiques qui sont difficiles à affronter pour les élèves? Quand vous évoquez une évaluation bienveillante, nos élèves viennent de recevoir les résultats des épreuves des enseignements de spécialité pour le bac, et pour certains, c'est compliqué à vivre. Je trouve que c'est une très belle question, ça. Parce que justement, moi je trouve que c'est de la responsabilité des équipes de travailler sur la question de la pression évaluative, à la fois en permettant aux élèves de s'interroger et aussi de les accompagner de manière active pour faire en sorte qu'ils soient résilients, parce qu'on doit les amener à être, quelle que soit leur origine sociale. Certains sont beaucoup plus résilients que d'autres, on le sait par les études. Il y a des relations avec la finance où les fils d'enseignants sont plus résilients. Mais voilà, je laisse la parole à Christophe pour le coup. Oui, mais je partage ton analyse, hein, et ça fait partie du travail que doit mener un enseignant, parce que se préparer à être au top à un moment, quand on exerce un métier, on doit se préparer à un moment donné, pas forcément pour une évaluation, mais quoi qu'il y a des moments d'évaluation dans l'exercice de nombreux métiers, mais se préparer pour le jour J à donner le meilleur de soi. C'est ce qu'appellent les moments d'évaluation. Ça se travaille dans la relation avec les élèves. Oui, je partage effectivement ton point de vue et que ça fait partie des défis et c'est pas simple. Mais effectivement, la question montre qu'on a autour de l'évaluation voilà, des défis à surmonter en classe dans la relation aux élèves et qu'on ne doit pas négliger parce qu'il y a effectivement énormément de stress autour de ces évaluations. Ouais. Notamment en première Ouais. terme. D'autres questions ou réactions? Thierry Debec. Et bon, rapidement, on échangeait tout à l'heure, tu as parlé, Benjamin, de formation du renouveau des EFC par rapport à la bienveillance et échanger avec Lydia Di-Giornimo qui est également sur la visio. Nous, on voit un lien avec les formations liées à la QVT, qualité de vie au travail, des personnels, et comment, en amenant les collègues à être mieux dans leur pratique, cela, bien évidemment, réagit sur l'élève et quelle formation derrière peut être pensée au niveau des EFC là-dessus. Christophe, moi je suis d'accord tu l'as posé comme une question, Thierry. Moi je pense que ça peut être une affirmation. C'est-à-dire que je fais le lien moi, entre la qualité de vie au travail qui est un enjeu, quand les équipes sont stressées ou quand la qualité de la relation avec les élèves est compliquée. C'est ce qui est frappant en fait. J'ai été très longtemps chez l'établissement. On me disait partout, ici vous verrez, ici c'est différent. Et c'était partout vrai. Il y a des endroits où c'était plus vrai qu'ailleurs, si j'ose dire, mais pour sortir de cette petite blague, ce qui me paraît extrêmement intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un défi collectif quoi, à relever. Et moi, ce que je trouve d'intéressant dans l'EFC, c'est qu'on peut presque faire du cousu humain sur des demandes avec ce lien. Après, comment, je n'ai pas de réponse. Peut-être que Christophe, il a... Ouais, c'est un grand sujet, hein, la question de la qualité de vie au travail pour les enseignants. Spiralaire entre la capacité qu'on va pouvoir à être au maximum dans une exigence bienveillante avec les élèves et dans des moments de qualité de relation avec eux, et qui va retentir sur le rapport au métier, donc de la qualité de vie au travail, mais ça suppose aussi que dans la relation au sein des équipes, et ça, les chefs d'établissement ont un rôle extrêmement important pour
susciter des moments de convivialité, une qualité de relation horizontale, savoir déléguer, faire confiance, avoir du feedback positif vis-à-vis des collègues. On gagne énormément en autorité et en qualité de votre travail lorsqu'on est dans ces logiques-là. Il y a de plus en plus de chefs d'établissement qui sont je le vois, on en compte de plus en plus. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des moments très difficiles pour les chefs d'établissement. Vous en avez traversé de très durs moments de la crise, là, et puis ça reste encore, c'est devenu un métier extrêmement exigeant, mais de privilégier l'humain, quand même, dans ces métiers, des métiers d'encadrement, quand on est on descend de son piédestal et qu'on est dans la recherche de qualité de relation au sens, la manière dont on se parle, dont on s'écoute, dont on se regarde, dont on se considère, il se passe quelque chose qui fait qu'on est mieux dans nos métiers. Et c'est valable de l'inspection générale jusqu'à, bien sûr, au directeur d'école, hein, dans toutes ces fonctions d'encadrement. Et je crois qu'il y a là à comprendre quelque chose d'essentiel, parce que du coup, le retentissement sur les équipes, il est tellement fort que le métier, il prend une autre dimension dans notre vie, quoi. La preuve, c'est qu'on est capable, vous voyez, on est tous réunis, il est 7h moins 2, on est là, quoi. C'est parce qu'on est capable, je crois aussi, de communiquer autrement qu'on le faisait il y a 10 ans ou 20 ans dans nos métiers. Et on essaie un peu de le montrer par ce moment-là, en essayant de communiquer ensemble et en essayant d'aborder sincèrement les pistes, solutions à ces questions qui ne sont pas simples. Et je pense qu'on est sur des bonnes pistes. Et moi, je trouve que on a parlé tout à l'heure dans notre école, le sujet du bien-être et de la bienveillance, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'enthousiasme et qui est régulièrement convoqué plus ou moins directement dans les sujets quand les projets qui ont été élaborés. Mais j'ai un exemple, moi, qui me vient en tête en 1 minute sur cette question-là de Thierry. Je me souviens, quand on a repris après le confinement, on a fait Noël avec les élèves, c'était un repas de Noël. Vous allez penser que je suis obsédé par le fait de manger, mais ça n'a rien à voir. Et le gestionnaire comptable a proposé que le chef du restaurant étoilé qui était dans la ville, vienne aider les agents. On lui a envoyé une missive pour savoir s'il viendrait nous aider à faire le repas de Noël. Et ça a été un moment extraordinaire parce que les élèves avaient fait une collecte en solidarité pour les commerces qui étaient fermés. Et ça a été un moment d'échange autour de l'assiette, après dans la cour, où en fait le chef de brigade a pris la parole pour dire, voilà, moi je travaille dans un restaurant étoilé, je n'ai pas le matériel que vous avez vous dans vos cuisines, ce matériel il est financé par la région, et surtout j'ai travaillé avec des gens qui sont déjà des agents extraordinaires et qui ont préparé un repas avec énormément de soins. Et ça paraît rien, ça paraît être anecdotique, ça finit bien l'année ou ça commence bien l'année d'après. Voilà, c'est vraiment un temps, et c'était un temps improvisé à l'initiative d'un gestionnaire qui avait dit le restaurant est fermé pour Noël, pourquoi ils ne viendraient pas exercer leur talent chez nous et pourquoi on ne mettrait pas des élèves dans le coup et pourquoi ça ne valoriserait pas les agents. Et effectivement, ça a marché parce que ça ne nous a rien coûté, il ne nous a rien demandé en fait. Donc il faut faire un petit pas de côté en fait. Il faut s'obliger. Je pense qu'on est au bout de cet échange. Mais Voilà, c'était très agréable. L'heure de dîner maintenant. Enfin, voilà. L'heure du dîner approche en tout cas. C'était un plaisir, vraiment. Et partagé. Et puis, merci pour vos questions et au plaisir de vous retrouver peut-être dans un autre moment comme ça. On ne peut pas parler de table ronde, mais de moments de dialogue en direct avec vous. Ouais. Merci à tous. Une très bonne fin de soirée et puis à bientôt sans doute. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Benjamin. Merci Christophe. Désolé de son accompagnement. Ouais. Toujours au top, Guénolé. Merci. C'est vrai. Je vais vous dire les ateliers pour les gens qui partent peu à peu. On a un atelier sur la préparation de son évaluation hiérarchique le 19 de 16h à 17h30 pour les membres abonnés. Et le 26, on a un webinaire sur les lycées professionnels avec l'intégration de l'apprentissage dans les lycées professionnels. Donc, restez connectés. Merci à tous. Salut Benjamin.